Comme nous l'avons vu lors de la précédente conférence sur les débuts de l'histoire de l'aviation à Chartres, se déroulant sur 6 années, de la création du champ d'aviation en 1909 jusqu'au milieu de l'année 1914, les avions Savary, achetés par l'armée et basés à Chartres, sur vol servaient à l'école militaire de pilotage. Une dizaine de pilotes obtenaient alors leur brevet militaire chaque année. 4 autres centres de formation militaire sur avions Farman étaient à ce moment ouverts en France, à Châlons, Saint-Cyr-l'École, Avord et Pau. Les principales utilisations visées pour les avions durant les années 1910-1914 étaient principalement l'observation, au service du réglage des tirs de l'artillerie, l'observation des mouvements des troupes à l'arrière du champ de bataille, et plus modestement, les bombardements destinés à désorganiser les approvisionnements des belligérants. En septembre 1914, les écoles civiles Savary et Schmitt, implantées sur le terrain de Chartres, sont fermées en raison des hostilités, mais l'école militaire reste en activité. Les premières grandes batailles montrèrent alors l'impérieuse nécessité de disposer de nombreux escadres d'avions d'observation basés à proximité directe des lieux de conflit. La décision fut prise alors par l'état-major en 1915 d'accroître de façon drastique la production d'aéronefs, de moteurs et de pilotes destinés à combattre sur le front. Chartres, bénéficiant d'un terrain et de l'école Savary, qui comprenait une section militaire dès 1912, fut naturellement choisie pour y implanter en 1915 la plus importante école militaire de formation de pilotes en France. L'école de Chartres fut renforcée dès le mois de janvier 1915 avec la mise en place de 14 avions Farman 11. Son premier commandant fut le lieutenant de vaisseau Pierre Quéla, bientôt remplacé par le capitaine, puis commandant Joseph Fassin, qui assura l'encadrement des instructeurs pendant la durée de la guerre. Le terrain d'aviation était toujours l'ancien terrain de manœuvre de la garnison de Chartres. Surnommé le hameau des Planches, il était situé entre les routes de Nogent-le-Fay et de Sours, dans ce qui est aujourd'hui le jardin d'entreprise. D'une surface de 47 hectares, il comprenait 3 pistes, 2 plus courtes, la Grenouillère, le Champ de l'Ours, la piste principale derrière la barre aux moines. Les 2 premières servaient pour les tours de piste et les lâchers. Lorsque le nombre de vols s'accrut, des terrains secondaires de déroutement furent ouverts ensuite à Coltainville, Voise, Berchères-les-Pierres, Nicorbin-Praville, Yerville, Bissau, Fosse-la-Folie et Voves. La première image montre les hangars d'origine des écoles Savary et Schmitt, les suivantes, les hangars provisoires, montés ultérieurement. L'école, établie dans l'urgence, manquait d'installations fixes et de matériel, comme le prouve la date suivante. L'école va recevoir 7 hangars Bessonneau. Pour le moment, il y en a 4 montés. Il faudrait une équipe de la compagnie de Vincennes
pour activer le montage. Les élèves n'ont ni casque ni lunettes. Les élèves pilotes hommes de troupe couchent à l'aérodrome avec le détachement. Ils ont des sacs de couchage. L'habillement des hommes est en mauvais état. Il est difficile de les faire à l'ordinaire avec la location normale de l'intérieur. On a demandé une indemnité journalière de 0,15 francs. Faire envoyer des vêtements de laine aux écoles. Il faudrait arriver à avoir un vêtement de dessus chaud en cuir par élève. Les élèves se passent successivement ces vêtements pour monter en avion. Les regards bessonneaux étaient des regards provisoires composés d'une charpente métallique sur laquelle des toiles étaient tendues. Il était monté par des hommes du génie venant de Vincennes. Le service aéronautique recrutait ses volontaires dans toutes les armes. Artillerie, infanterie, cavalerie, génie et même la marine. Ils logeaient principalement dans des baraques en bois installées directement sur le terrain. Les instructeurs logeaient à la ferme d'Archevilliers, située sur la route de Nogent-le-Fait. Les hommes étaient aussi logés dans des maisons et des bâtiments agricoles réquisitionnés. Une comptabilité journalière des sommes dues en dédommagement aux propriétaires était tenue avec précision. Comme le montre le sonnet ci-contre, écrit par un apprenti pilote nommé Rimbaud, un homonyme, l'autodérision règne en maître dans la chambrée. La caricature est celle du capitaine Fassin, qui l'a signée en remerciement à notre Rimbaud. Les élèves conservaient l'uniforme de leur corps d'origine, comme on peut le constater sur cette photo d'une promotion d'élèves. Pour marquer leur différence, ils l'agrémentaient de tenues fantaisie. Des tenues de vol leur étaient prêtées, dont les fameuses peaux de bique. La peau de bique était un manteau en véritable peau de chèvre, à long poil, servant à protéger le pilote du froid et du vent à altitude dans une carlingue sans cabine ni pare-brise. La durée d'instruction durait environ 2 mois, comprenant des cours théoriques et une formation pratique. Nous avons la chance de posséder les résultats consignés des épreuves subies par quelques élèves. Cours théoriques se composant de cours de météorologie, physique du vol, aérodynamique, topographie, notions sur la conception des avions et des moteurs, utilisation de la boussole, lecture des cartes de théâtre des opérations au 200 millième. La formation pratique représentait 28 heures de vol et plus de 70 atterrissages. L'apprentissage commençait par 65 tours de 6 minutes, au-dessus de la piste en double commande. Puis 60 vols à 100 mètres d'altitude, avec prise de piste en simple commande. 10 tours au-dessus de 200 mètres, avec descente en spirale. 2 vols au-dessus de 2 vols au-dessus de 500 mètres, avec spirale et descente moteur coupé. 3 vols au-dessus de 1000 mètres avec atterrissage en campagne. Pour obtenir le brevet, il fallait effectuer
1 heure de vol à plus de 2000 mètres, un aller-retour Chartres-Tours 180 km, 2 parcours en triangle, Châteaudun, Brou, Chartres 300 km. Les contrôles de durée de vol d'altitude étaient effectués par des enregistrements barométriques. Pour les vols triangulaires entre terrains d'aviation, des observateurs notaient les passages des avions. Les candidats attendaient leur tour de pilotage en devisant à bord de la piste, commentant les incidents survenus lors des vols et aidant aux manutentions des appareils sur le terrain. Les incidents, des défauts d'atterrissage le plus souvent, étaient généralement sans conséquences graves pour le pilote. Ils étaient cependant fatals pour le matériel qui était le plus souvent réformé à la suite d'un accident. L'incident le plus courant était de planter l'avion le nez au sol. Incident sans trop de conséquences pour le pilote, ni pour le matériel, l'hélice étant propulsive à l'arrière. Les crashs plus sérieux démolissaient totalement le matériel et blessaient parfois le pilote. À Chartres, 433 avions Farman furent utilisés pour former 3020 pilotes, soit la consommation d'environ un avion pour 4 pilotes. Un seul type d'avion était utilisé à Chartres pour l'école, le Farman 11, équipé d'un moteur Renault de 70 chevaux. Ses caractéristiques principales sont les suivantes. Envergure 15,50 m, longueur 11,50 m, surface à l'air 60 m², masse à vide 580 kg, masse en charge 855 kg, vitesse maximale 95 km/h, plafond 4000 mètres, autonomie 195 minutes. L'architecture du Farman 11 a légèrement évolué durant les 4 années de guerre. Les avions de 1915 étaient encore équipés de roues à rayons, d'un ski et d'un aileron stabilisateur à l'avant. Les derniers avions sont des biplans traditionnels plus modernes. Un poste de mitrailleur est installé à l'avant dans sa version militarisée. Dans les 11 écoles françaises entre 1915 et 1919, le total des pilotes formés est le suivant. Chartres, 3020 pilotes. Istres, qui n'a ouvert qu'en 1918, 2331 pilotes. Auberrieux, 2328 pilotes. Étampes, 1613. Avord, 1403. Tours, fermé en 1917, 653. Le Crotoy, 54. Le Crotoy, 649. Fermé en 1918. Juvisy, Pau, Buquet, Dijon, tous fermés en 1918. Respectivement, Juvisy, 598 pilotes, Pau, 535, Buc, 390 et Dijon, 278. Soit un total de 13 796 pilotes formés. Des écoles de perfectionnement et des écoles spécialisées complètent cette formation basique
en entraînant les pilotes dans des conditions de la guerre sur des appareils de combat. L'aviation de chasse, formation sur avions Caudron, Voisin et Spad, était basée à Pau et à Cazaux. Le bombardement, formation sur avions Sopwith et Newport, était basé à Avordes et au Crotoy. L'observation, la photographie, le radio étaient basés à Châteauroux. Les pilotes terminent cette formation en incorporant une escadrille de combat au contact de leurs anciens qui les initient à toutes les ficelles du métier. Enfin, rappelons que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pertes parmi le personnel de l'aéronautique furent nettement moins catastrophiques que dans les autres armes. Là où on a déploré la perte d'un homme sur 4 dans l'infanterie, 25%, seul un homme sur 28, 3,5%, fut perdu en aéronautique. La glorification nationale des As fut une opération de propagande organisée par l'armée et le gouvernement pour relever le moral des troupes, tout comme les forces de l'intérieur. Le combat aérien était un véritable tournoi où les pilotes et leurs mitrailleurs s'affrontaient à faible distance, combat suivi avec passion par les fantassins enfuis dans les tranchées. Les conditions d'homologation pour bénéficier de la gloire des As étaient de 5 victoires confirmées, ayant donné lieu à un communiqué militaire avant 1917, puis 10 victoires à partir de cette année. 187 pilotes français furent reconnus comme des As. Le premier de tous, Fonck, bénéficia de 75 victoires. Le second, Guilbert, de 53. Le troisième, Lagesser, de 43. Au total, plus de 2000 victoires certaines furent homologuées. Les As, étant passés par Chartres, furent Pierre Marénovitch avec 21 victoires, Albert Delin avec 20 victoires, Jean Casal, 12 victoires, Pierre de Ducornet, 7 victoires, Georges de Pelletier, 5 victoires, Louis Rizacher, Maurice Bottet, Maurice Robert et sans doute beaucoup d'autres. Si Georges Guilbert n'apprit pas à piloter à Chartres, mais à Pau, son premier moniteur fut Deneau, natif de Montrancé, le pilote cascadeur le plus illustre des vieilles tiges chartraines. Georges Guilbert fut le plus connu des As, non par le nombre de ses victoires homologuées, 55 contre 70 pour Fonck, mais à cause de sa jeunesse, de son panache et de ses aventures féminines, et surtout à cause de sa mort au combat en 1917 en pleine gloire. Son souvenir fut rappelé à Chartres lorsque son escadrille, la Spa des Cigognes, fut basée à Chartres entre 1934 et 1938 et visitée sur la BA 122 par la propre sœur de Guilbert, Madame Deladoux. Suivent quelques brèves descriptions de la vie des As chartrains. Marénovitch. Pierre Marénovitch, d'origine polonaise, s'engage en février 1916 à l'âge de 17 ans. Il arrive à l'école de Chartres le 9 septembre 1916. Breveté pilote, il suit des stages de perfectionnement, acrobatie à Pau
tir à caseau. Il intègre l'escadrille de protection N-94 et prend part à de nombreux combats en juillet et août 1917. Sa série de 21 victoires débute en septembre 1917. Il se tue après la guerre le 2 octobre 1919 lors d'un accident sur l'aérodrome militaire d'Évreux-Bruxelles. Albert Delat. Albert Delat, sous-lieutenant au 9e Dragon, se forma à Chartres en juillet 1915. Il est ensuite affecté à l'escadrille M3 et vole sur Newport. Il devient un maître de la chasse aérienne, inscrivant 20 victoires certaines homologuées, plus 5 probables. Il commande en 1918 la SPA 73, puis le groupement des SPA 35, 95 et 96. Il se tue à Villacoublay en 1923 en essayant un prototype. Jean Cazal, mobilisé au 8e régiment de chasseurs à cheval, débute à l'école de pilotage de Chartres en mai 1915. Il est affecté aux escadrilles MF8, puis à la N23 et enfin à la SPA 38. À l'armistice, il est titulaire de 12 victoires homologuées. En 1919, pilote d'essai, il bat 3 fois le record du monde d'altitude à 9125, puis 9250 mètres, puis 9520 mètres, ainsi que le record de vitesse de 182 km à l'heure en 1920. Il se tue aux commandes d'un Blériot 115 quadrimoteur en 1923. Comme nous l'avons déjà indiqué, 3020 pilotes militaires furent formés à Chartres tout au long de ces 3 années. Ils ont volé sur 433 avions Farman. À ce titre, Chartres détient le ruban bleu des écoles. Durant cette période, l'art de l'aviation a conquis une place majeure au sein des armées. Au cours de ces 3 années de fonctionnement, le commandement de l'école fut assuré par le commandant Fassin, aidé d'un état-major de 5 officiers. Vous voyez alors le tableau du terrain de l'école de Chartres, peint par Farrer. Ce tableau est exposé à Washington, au musée des armées. En France, les cadences de production de cellules d'avion est passée de 540 en 1914 à 14 015 en 1917, 24 650 en 1918. Les productions de moteurs et d'équipements ont suivi ce même rythme d'accroissement, impressionnant, ainsi que les mitrailleuses et les bombes. À la fin de la guerre, la France était dans le domaine de l'aviation militaire de loin la première nation au monde, tant pour le nombre d'escadrilles en service que pour la qualité et le nombre d'avions et du personnel breveté. L'école fut fermée en 1919, ainsi que le terrain d'aviation de la Barre-aux-Moines. En octobre 1922, le 22e régiment aérien de bombardement de nuit, RABN 22, reviendra occuper le nouveau terrain d'aviation, créé à Champfel, derrière le quartier d'Aigre. Il sera équipé de bombardiers bimoteurs Farman. Nous suivrons leur histoire avec la 3e conférence sur l'histoire de l'aviation à Chartres entre les années 1919 et 1939.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont ouvert leurs archives pour effectuer cette recherche, dont le commandant Guilleux, président de l'association des anciens de la base 122, qui a mis à ma disposition sa documentation pour illustrer ce propos. Encore merci pour votre attention.